Ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement, la seule émission entièrement consacrée à l'environnement, toutes les semaines, 26 minutes, et ça fait 3 ans que ça dure. Et pour cette troisième saison, on va tenter d'innover. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. On va parler de la science participative. Alors c'est quoi la science participative ? Eh bien ce sont des citoyens comme vous et moi qui ont une passion pour la nature et qui vont observer les animaux, les oiseaux ou bien les plantes et qui vont faire des déclarations de ces observations dans des systèmes d'information, des plateformes. Et donc ces plateformes vont servir et permettre aux spécialistes notamment d'accroître leurs connaissances sur les animaux, le nombre, mode de vie, etc. C'est bien ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. En tout cas, agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. Moi, j'y crois. Allez, tout de suite, le sommaire de cette émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons nous rendre compte que l'implication individuelle est la première étape de la préservation de l'environnement. C'est parce qu'on est motivé et qu'on y croit que l'on se met à observer la nature qui nous entoure et qu'ensuite on a envie de contribuer. Avec nos invités, on va débattre de tout ça, notamment avec Émilien Dautré, directeur de Gepomaï, Christophe Fonfred également, directeur du parc naturel de Mayotte, et puis Patrick Bonfils, directeur de la jeunesse et des sports de la DJRCS. Nous ferons le point sur les sciences participatives et l'implication des habitants de l'île dans ces projets. En fin d'émission, on va retrouver bien évidemment Anne-Constance Onguena qui nous donnera quelques chiffres plutôt étonnants sur le sujet. Thiono, vous connaissez ? Peut-être pas. Et le suivi temporel des oiseaux organisé par Gepomaï ? Peut-être pas non plus. Notre équipe est allée sur le terrain pour tenter de mieux comprendre ce que sont ces plateformes en tout cas. Et avec ces professionnels et ces bénévoles qui partagent leurs observations, on va essayer de mieux comprendre les modes de vie des dauphins ou de quelques-unes de ces 150 espèces d'oiseaux qui vivent à Mayotte. Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci et Daniel Dunon. Les sciences participatives sont des programmes de collecte d'informations impliquant une participation du public dans le cadre d'une démarche scientifique. À Mayotte, l'association Gepomaï développe le suivi temporel des oiseaux communs de l'île. Ce programme pionnier, qui existe depuis 1989 en France, a notamment permis de démontrer que 30% des oiseaux des champs ont disparu lors des 17 dernières années. C'est un suivi qui a été mis en place déjà en métropole depuis plusieurs décennies et qui permet en fait de suivre les tendances des populations d'oiseaux à l'échelle de tout le territoire. Donc l'idée c'est qu'on mette en place ce stock sur le territoire de Mayotte pour connaître en fait l'état des populations d'oiseaux et en même temps suivre l'état de santé des écosystèmes de Mayotte. Donc c'est autant aussi bien la forêt que les milieux agricoles que les milieux urbains. Ce suivi est animé par le Gepomaï, mais réalisé une fois par an par des bénévoles qui ont suivi une formation préalable d'une journée. Tous les ans, les mêmes observateurs vont se rendre sur les mêmes 160 points d'observation qui vont voir le jour sur tout le territoire. Un programme qui n'est pas sans rappeler le réseau d'observateurs des espèces marines Thiono. Ce dernier, porté par le parc naturel marin de Mayotte, permet de mieux connaître la distribution spatiale et temporelle des espèces, mais pas que. Il y a un groupe d'espèces sur Thiono qui s'appelle espèces sous surveillance. Ce sont des espèces qui vivent naturellement dans le lagon, mais qui peuvent être source de dérangement pour l'environnement selon certaines conditions. Et par exemple, l'étoile de mer épineuse ou l'acanthaster est une espèce que l'on suit et qu'on surveille parce qu'elle peut se mettre à se multiplier énormément et dévorer le corail. Cela fait maintenant 5 ans que Thiono existe et fait des émules. Quant à l'exactitude des données transmises sur le site ou l'application mobile, le réseau s'appuie beaucoup sur la photo-identification. On va plus facilement faire confiance aux professionnels de la mer qui sont quasiment tous les jours en mer et donc qui ont une connaissance un peu plus importante. Ensuite, quand on a des doutes sur certaines observations, dans ce cas-là, je vais contacter directement l'observateur, lui demander plus d'informations, éventuellement des photos s'il en a, et on va du coup affiner l'identification de l'espèce.
Chacun peut donc contribuer à enrichir les connaissances et devenir acteur de la biodiversité de l'île au lagon. C'est le cas de certains prestataires nautiques comme Lagon Aventure qui chaque jour alimentent Sionneau en informations précieuses. C'est une façon de renvoyer la balle au parc marin qui, eux, étudient un petit peu les évolutions de population, qui sont les spécialistes. Nous, on n'est pas scientifiques finalement. Je crois que ces retours-là les aideront, eux, à mieux connaître le lagon. Et du coup, l'effet retour, c'est que nous aussi, on connaîtra mieux qu'est-ce qui se passe à Mayotte, parce que c'est quand même pas un endroit très, très connu encore. Les sciences participatives rapprochent donc chercheurs et citoyens dans des objectifs de connaissance et de préservation de la biodiversité. Partout en France, on constate une augmentation de l'implication des Français dans ces programmes. Pour le seul réseau de Sionneau, ce ne sont pas moins de 300 observateurs qui sont déjà inscrits sur la plateforme. Près des 3/4 sont des citoyens lambda. Un très beau reportage signé Pierre Bellucci et Daniel Dunon. On a des invités sur le plateau, comme pour chacune des émissions de Agir pour l'environnement. On va les présenter, on va les saluer. On a Emilien Dautré qui est avec nous, le directeur de GEPOMA. Emilien, bonjour. Bonjour. On a également Christophe Fonfred, directeur du parc naturel marin de Mayotte. Christophe, bonjour. Bonjour. Et Patrick Monfils, qu'on connaît bien sur ce plateau, le directeur de la jeunesse et sport, la fameuse DJR-SCS. Patrick, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux auditeurs. Alors, on va attaquer tout de suite avec ce principe, la participation de chacun à l'amélioration des connaissances sur leurs espèces. Emilien, ça veut dire quoi, sciences participatives ? Donc les sciences participatives, Ouais. c'est la participation des citoyens, du grand public, à l'amélioration justement de ces connaissances. Mais c'est par des citoyens qui ne sont pas forcément C'est spécialistes. ça, c'est n'importe qui peut le faire. Peut participer à l'amélioration des connaissances, mais que ce soit toute connaissance environnementale, que ce soit sur les espèces, mais aussi sur les déchets, etc. Est-ce que je dois être un professionnel ou être un amateur averti ou ça peut vraiment être n'importe qui, genre moi ? Oui, ça peut être des bénévoles. Oui, on fait des formations. D'accord. Pour certaines, ça dépend des protocoles. Il y a certaines sciences participatives qui ne nécessitent pas forcément de formation, juste de l'observation. Ouais. Et puis d'autres qui nécessitent une petite formation. Mais n'importe qui peut participer à des sciences participatives. Christophe, pourquoi faut-il observer et partager ces observations ? Parce que le lagon de Mayotte est très grand. Ouais. Il y a énormément de biodiversité. Il y a énormément d'espèces qui sont en danger. Donc il y a énormément de sujets. Et on ne peut pas être partout. Les scientifiques ne peuvent pas être partout en permanence. Et donc le fait que le public, le grand public observe et surtout transmette ces observations permet d'avoir un certain nombre de données qui sont utilisables tout de suite et qui sont sinon utilisables par des scientifiques qui après vont pouvoir cibler les opérations de recherche beaucoup plus facilement, à la fois dans le temps, à la fois dans l'espace. Donc tout ce travail, ça démultiplie en fait la puissance de la science. Et c'est indispensable dans un lagon aussi grand que Mayotte, avec des écosystèmes aussi différents, avec des espèces aussi variées. Il y a énormément de choses à voir. En plus, il y a des espèces qui sont rares. Ah oui. Le dugong, par exemple, dont on parle très souvent ici. Effectivement, s'il y en a 2 ou 3 individus sur un lagon qui fait des milliers de kilomètres carrés, c'est difficile de le repérer, quoi. Voilà, si on peut pas mettre un scientifique sur chaque îlot, sur chaque bateau, etc. Ouais. Donc si chaque personne qui est sur la plage, sur un bateau, dans l'eau, peut transmettre ces observations-là, derrière, il peut y avoir de la science beaucoup plus facilement. Emilien, en matière de biodiversité, plantes et animaux, pourquoi les observations sont si importantes ? Parce que justement, comme disait mon collègue, ça permet d'avoir beaucoup de données scientifiques. On ne peut pas être partout sur le territoire, sur le lagon, sur la terre. Et justement, d'être un peu partout sur le territoire avec des bénévoles qui nous aident et des salariés d'autres structures, et ben, ça peut permettre d'avoir pas mal de nombreuses données. Mais en même temps, ça permet de reconnecter l'homme à la nature. Et qui dit se connaître, c'est mieux protéger, préserver. C'est clair. Et donc ça se voit, c'est prouvé un peu partout que finalement, les sciences participatives permettent de sensibiliser le grand public et de les remettre vers la nature. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de résultat, Christophe, quand on fait ce suivi ? Je parle du long terme, sur le long terme. Sur le long terme, donc la plateforme Sionneau que vous avez vue précédemment, qui fonctionne depuis 5 ans à peu près, typiquement les baleines.
le suivi des baleines, quand est-ce qu'elles arrivent, quand est-ce qu'elles repartent. On n'a pas le chiffre exact puisque c'est de la science participative. Par contre, on a une idée de la fréquentation chaque année. Est-ce que c'est une année où il y a beaucoup de baleines, c'est une année où il y en a moins? Après, il peut y avoir des résultats très concrets et des résultats qui nous intéressent beaucoup en ce moment même d'ailleurs, puisqu'on a une alerte météo à l'échelle de l'océan Indien. La météo qui nous dit qu'on a un risque très élevé de blanchissement du corail cette année. Parce que la saison est chaude, exceptionnellement chaude. L'eau est très chaude et va rester chaude longtemps. Et dans ce cas-là, le corail peut blanchir. Il y a des centaines de kilomètres carrés de récifs. On ne peut pas mettre un agent du parc marin sur chaque kilomètre carré. Par contre, je profite de cette émission pour lancer un appel de sciences participatives. Si vous observez du corail blanchi, vous utilisez la plateforme Tiono, vous signalez par mail au parc marin à quel endroit, vous prenez un point GPS et vous c'est dites... l'idéal, le point GPS et une photo éventuellement. Une photo, c'est mieux, un point GPS, c'est parfait. Vous envoyez tout ça et nous, à ce moment-là, on pourra mobiliser des équipes aux endroits où il y a beaucoup de blanchissement corallien, plutôt que de chercher à l'aveugle sur des centaines de kilomètres carrés de récifs. Donc on attend des résultats très très concrets en fait de cette science participative. On ne peut pas faire sans eux. Sur une alerte comme ça, nous, on ne pourrait pas sans le public. C'est clair. À Mayotte, Emilien, quels sont les programmes de suivi et d'observation? En plus de Tiono, l'outil du parc marin, sur lesquels nous collaborons au niveau des oiseaux, il y a là, on est en train de mettre en place en 2020 le suivi temporel des oiseaux communs de Mayotte. C'est un outil qui permet de voir l'évolution de la population d'oiseaux dans différents habitats sur le long terme. Et c'est vraiment un outil d'aide à la décision pour tous, puisqu'on peut voir si dans un tel ou tel habitat, il y a vraiment une diminution. Grâce à ce suivi temporel des oiseaux communs en métropole, on a pu voir qu'il y a une diminution des oiseaux dans les espaces agricoles, par exemple. Et donc, le fait qu'on puisse évaluer sur le long terme cette évolution, on peut dire, là, par exemple, il y a eu un espace naturel qui a été créé, par exemple la future RNN des Monts des Crêtes. On va voir s'il y a un impact sur la population d'oiseaux, de fait d'avoir protégé une espèce, un espace naturel. Et ça peut être aussi dans les villes, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans les villes aussi, et dans les espèces agricoles. Patrick Bonfils, à Mayotte, la jeunesse, elle est nombreuse, ça, on le sait. Est-ce que les jeunes s'impliquent dans les actions citoyennes ? Oui, on a énormément de jeunes qui sont de plus en plus présents dans les actions citoyennes et dans cette science participative dont on parle, tout simplement parce que les associations vont chercher cette jeunesse, la mobilisent, la sensibilisent et leur permettent justement d'accéder. Il y a un vrai travail de vulgarisation, et pas dans le sens mauvais du terme, d'approche scientifique qui est fait d'abord au niveau de l'éducation nationale et ensuite dans les associations, qui permet de mieux connaître la nature et de mieux l'appréhender. Et par exemple, la production d'ouvrages de référence avec des photos permettra à Gepomaï de permettre aux jeunes qui liront cet ouvrage de repérer les oiseaux, de les connaître et de mieux travailler dans cette science participative avec les associations. Christophe, qui participe de manière régulière, cette fois-ci, à ces observations? On a tout le monde. On a des plaisanciers qui fréquentent le lagon. On a aussi des professionnels, puisque les prestataires de services qui emmènent les touristes visiter les îlots, visiter le lagon, qui sont très souvent sur l'eau. Et qui donc observent beaucoup de choses et qui nous transmettent beaucoup de données. Donc c'est assez équilibré. Après, on a les agents du parc marin, on a les plongeurs qui sont aussi... Bien sûr. Vous parliez du corail tout à l'heure, à mon avis... Voilà. Après, il y a les observations, des observations plus ou moins techniques. On parlait des réseaux d'observation, c'est-à-dire vous êtes sur votre bateau, vous voyez un dauphin, vous prenez une photo, un point GPS, vous voyez tout ça par Tiono. Pour nous, c'est super. Il faut comprendre l'importance de la photo. J'en profite parce qu'on en parlait tout à l'heure. Nous, on fait de la photo-identification. C'est-à-dire qu'avec une photo de dauphin ou de baleine, on a une base de données. On est capable de savoir de quel dauphin ou de quelle baleine il s'agit. Et donc, on est capable de suivre la population. C'est plus facile que pour les oiseaux. C'est plus compliqué pour mon collègue des oiseaux. Mais pour les mammifères marins, c'est vraiment quelque chose qu'on fait. Du coup, j'ai perdu le fil. Non, mais c'était ça. C'était en fait ce qu'on voulait savoir, c'est effectivement qui pouvait participer à ces sorties. Alors, il y a aussi donc
donc les gens qui sont à la surface de l'eau et vous avez les gens qui sont dans l'eau. Effectivement, on parlait des plongeurs et notamment il y a des suivis qui demandent une petite formation d'une demi-journée qui s'appelle Reef Check, où des plongeurs bénévoles peuvent tout à fait faire une observation scientifique calibrée de l'état du récif et des principaux poissons qui sont présents. Et cette formation est gratuite ? Cette formation est gratuite, on en organise régulièrement. Donc voilà. On contacte qui, le parc marin pour ça ? Oui, contactez le parc marin, on vous donnera les infos nécessaires. Émilien, quelles sont les qualités nécessaires ? Voilà, je veux participer d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que je dois avoir comme qualité ? Ne me dites pas grand parce que déjà ça va être compliqué. Hein. Pardon ? Ne me dites pas grand parce que déjà ça va être compliqué. Faut être motivé. Oui. On peut être petit et grand. Hein. Petit et grand sont. Oui, curieux, motivé. Et après, c'est avoir un intérêt pour la nature. Mais après, c'est quand même. Ça dépend des protocoles. Par exemple, pour le stock EPS, c'est aller une fois par an, aller une demi-journée. Faire une observation d'oiseaux à l'écoute. C'est une formation gratuite aussi. On a une formation initiale et après, on pourra accompagner si besoin et après lister les données observées. Et après, c'est bon. Et sur le long terme, ça permet vraiment, c'est important. Donc, la motivation et l'intérêt pour la nature. Après, le reste, vous êtes formé pour tout. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances. Patrick, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de s'engager dans une association ? De conscience, c'est la prise de conscience que son environnement, son île, eh bien c'est là qu'on vit, c'est là qu'on a envie de continuer à vivre et la protéger semble essentiel. Cette motivation, c'est l'éducation. Et donc éducation, motivation, cette jeunesse a besoin effectivement d'être dans son espace vital et je pense que ça suffira pour que la prise de conscience se fasse. Ouais, l'importance de ces personnes qui s'impliquent dans ces actions. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Chapeau, merci. J'ai envie de leur dire merci parce que le travail qu'ils font, il nous est vraiment utile. Hein. Il nous est vraiment utile, il est utile à la science. Et si on fait de la science dans un parc marin, c'est pour gérer derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour observer. Nous, on est des gestionnaires de l'espace marin. Et donc, l'idée, c'est à partir de ces observations scientifiques, de compléter avec des scientifiques professionnels qui vont traiter tout ça. Et à partir de cette base de connaissances, que le conseil de gestion du parc marin puisse proposer des solutions de gestion du parc, dire cet endroit il est plus intéressant que tel autre, il faut qu'on fasse plus attention. Cette espèce, là c'est une espèce invasive, on ne l'avait pas vu venir, les acanthaster par exemple, attention elle arrive, il faut qu'on fasse quelque chose. Le blanchissement des coraux, attention, comment ça se passe, etc. Donc en fait, cette science participative, c'est à la fois aussi un outil de sensibilisation des gens qui le font, qui sont ensuite des ambassadeurs auprès de leur famille, qui sont capables d'expliquer aux autres. Donc ça c'est aussi très important. Ça nous permet vraiment de faire de la science et ça nous permet vraiment de prendre des mesures de gestion adaptées. Et c'est les Mahorais en fait qui gèrent leur lagon par cet intermédiaire. Patrick, le bénévolat, voilà, je suis passionné, je suis motivé, j'ai envie de le faire, mais est-ce que au fond de moi, j'ai le droit d'imaginer qu'un jour, ces actions peuvent déboucher sur un emploi dans le monde de l'environnement, par exemple ? Oui, alors bien évidemment, le bénévolat, je pense que c'est la première marche. On s'intéresse au sujet et puis on donne du temps et de son énergie pour faire avancer les choses. Ensuite, on peut valoriser son bénévolat. Hein. Il y a ce qu'on appelle des VAE, des valorisations des connaissances, qui permettent pour certains d'arriver à un diplôme à terme d'animateur, de guide pays ou d'autres types de diplômes qui peuvent être valorisés à partir du bénévolat et devenir un professionnel. Après, il faut trouver l'entreprise ou la structure qui va vous employer. Mais c'est tout à fait faisable. Et vous accompagnez ces jeunes qui vont dans ce sens-là ? Bien évidemment, nous avons une cellule au sein de la DGSCS qui s'occupe justement des VAE, des validations des acquis de l'expérience, et le bénévolat en fait partie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, messieurs, d'aller trop loin genre je veux aller très vite, passer du bénévolat et trouver un boulot, je vais attacher une caméra embarquée à un oiseau pour voir où il va. Est-ce qu'on risque pas d'aller trop loin, le risque de se prendre pour un vrai scientifique ? Parce qu'il est là aussi le risque. Oui, non, n'accrochez pas des caméras sur les oiseaux. Hein. Je pense que je peux. Je pense que mes collègues confirmeront. Oui, mais avec des vrais professionnels. Alors, pour les oiseaux, il faut une formation très pointue, il faut un diplôme très pointu, il faut une autorisation des services de l'État. Il y avait un peu d'humour là-dedans. Mais voilà, est-ce qu'on peut se prendre au jeu, quoi, en fait ?
Après, il faut savoir s'arrêter aussi avant de déranger les animaux et avant de déranger l'écosystème. Ouais. C'est-à-dire qu'une observation, c'est opportuniste. Moi, je pense qu'il faut rester dans le cadre du bénévolat. Après, le passage au professionnalisme va se faire presque naturellement pour les gens qui sont vraiment imprégnés. De toute façon, ils vont se faire repérer par des structures et c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est plus comme ça plutôt que quelqu'un qui va pousser. C'est ça en fait. Eh bien, il ne faut pas forcément aller vers la recherche ou le coût, mais voilà, on se balade, on fait ce qu'on a à faire, on prévoit rien de plus et on tombe sur quelque chose et c'est là où on le signale. Oui, parce qu'il y a quand on se balade sur le lagon ou sur Terre, nous on va développer aussi en 2021 un outil qui est sur Terre pour dire qu'est-ce qu'on observe un moment lambda, et ça c'est vraiment quelque chose qui se fait de façon opportuniste. Moi, je trouve ça génial. Et donc, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour ça. Ouais. Et c'est tout le monde qui amène sa pierre à l'édifice, en fait. Parce qu'on est passionné par l'environnement, par la nature. Anne-Constance, combien de personnes environ participent à ce type de projet ? Alors, depuis 2011, où on suit les évolutions, il y a 154% de personnes en plus, des citoyens lambda, qui participent au projet de sciences participatives liés à la biodiversité, c'est-à-dire les animaux et les plantes. Ouais. Est-ce qu'on a déjà des enseignements qui découlent de ces méthodes ? Oui, par exemple le suivi temporel des oiseaux que GEPOMAI est en train de mettre en place à Mayotte. Il se fait depuis une 50aine d'années en métropole et il a permis de démontrer que 50% des oiseaux en tout cas qui vivent en périphérie des terres agricoles ont disparu. Ouais. Thiono, à 5 ans, combien d'observations ont pu être faites ? 4150 observations ont été faites depuis en 5 ans. Ouais. En 5 ans, il y a 300 observateurs qui sont inscrits sur la plateforme et qui collaborent ou qui contribuent régulièrement. Réussite, cette histoire, Et sur ces 300 observateurs inscrits, il y a 70% de particuliers, c'est-à-dire de vous et moi. Patrick, Émilien, Christophe, merci et bravo pour le boulot qui est fait. En tout cas, c'est une super idée et ça fonctionne depuis déjà pas mal de temps. On aura l'occasion d'en reparler sur ce plateau, c'est certain. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE. Agir pour l'environnement au quotidien, évidemment que c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Ciao, à la semaine prochaine.